dimanche 10 juin 2018. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 25e jour du mois de Ramadan. Plus que quelques jours nous séparent de la fête et on profite pour dire par anticipation bonne fête aux fidèles musulmans des Guinées. Ce soir, nous parlons des faits majeurs de l'actualité, notamment de cette sortie des avocats des victimes des massacres du 28 septembre dernier. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Dadis Camara et Sekouba Konaté seront-ils en Guinée pour faire face à la justice? Grosse question qu'on posera tout à l'heure à nos invités présents sur ce plateau. Autre fait majeur de l'actualité, c'est la révocation de Paul Moussa Diawara de l'OGP, de Sékou Camara de l'OGC pour malversation financière. L'agent judiciaire de l'État devra lancer une poursuite contre ces deux directeurs de régie financière. Nous en parlons dans cette émission. Le club de l'actu. Et puis, l'autre actualité, c'est bien sûr le cas Oyegui Lavogui, Patrick Roger Milimono. On a vu cette réaction de quelques ressortissants qui s'opposent au départ de Roger Patrick Milimono au ministère de l'Élevage. On en parle tout à l'heure dans notre émission, le club de l'actu. En attendant, on a avec nous des journalistes de la presse nationale. Mamadou Assimi Oussoiré, il est journaliste au sein du site Africa Guinée. Je rappelle que l'administrateur général. Bonsoir à vous. Bonsoir Antoine. Bienvenue. Merci. Avec nous également Boubacar Sanso-Barry qui n'est pas nouveau sur ce plateau. Il est du jelly.com. Bonsoir à vous, monsieur Sanso. Bonsoir Antoine, bonsoir aux téléspectateurs. Mamadou Ouri Diallo du groupe de presse Gangan Radio est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue. Merci. D'Espace TV, nous avons Jacques Léwal Leno, rédacteur en chef, à qui on dit bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Bienvenue. Merci. Voilà, avant d'entamer les débats, on va aller avec cette image de la conférence de presse animée par les avocats des victimes du 28 septembre. On revient après pour continuer les commentaires. Alors qu'Aboubacar Toumba Diakité est détenu à la maison centrale de Conakry, le procès des massacres du 28 septembre traîne encore. La récente bonne nouvelle est la mise en place du comité de pilotage pour l'organisation du procès, lancé ce vendredi dernier. Cependant, les préoccupations du collectif des avocats des victimes sont grandes. Nous voulons un seul procès en Guinée, procès dans lequel il y a le capitaine Moussa Dadis Camara, il y a le général Sekouba Konaté et tous les inculpés qui se trouvent ou accusés qui se trouvent en Guinée. Le 29 décembre 2017, les juges ont requalifié les massacres du 28 septembre, considérant ces crimes comme étant des crimes ordinaires, alors que ce sont bel et bien des crimes contre l'humanité. Le blocus est évident, constatent les conférenciers qui souhaitent que toutes les vérités soient dites, malgré le pessimisme qui entache la foi en la justice. Pourquoi on empêche le capitaine Dadis Camara à venir en Guinée? Pourquoi on l'empêche, comme il l'a dit, de se mettre à la disposition de la justice de son pays? Nous pensons que c'est parce qu'on a peur que Dadis vienne dire des choses ici qu'on ne veut pas entendre. Konaté, on a envoyé 2 commissions rogatoires pour l'entendre. Elles ont toutes les 2 été bloquées. Nous aurons difficilement toute la vérité sans la présence de ces 2 personnes. Les avocats dénoncent également les faits qui connotent à l'obstruction. Pourtant, le mérite à gagner de cette organisation est grandiose. Il y a l'impunité. Et nous estimons que tenir un procès comme le procès du 28 septembre, correctement, de façon équitable, en respectant y compris les droits de la défense, ça permettra de rapprocher les Guinéens. Voilà donc à l'instant cette conférence de presse animée par les avocats des victimes du 28 septembre. En attendant d'en parler plus en profondeur, on va parler de Louis Bemba, Jean-Pierre Bemba du Congo qui récemment qui a été acquitté par la CPI. Il a été acquitté par la CPI pour des crimes commis en Centrafrique par le MLC. C'est des éléments armés de son parti directement, alors qu'il était vice-président de la RDC, et qui ont commis des exactions en RDC. Il n'y a pas seulement des morts. En RCA, pardon, République centrafricaine, il n'y a pas eu seulement des morts, il y a eu aussi des viols. Et je pense que ces crimes étaient considérés comme des crimes contre l'humanité. C'est pour ces faits donc qu'il avait été condamné, je crois, 18 ans de prison.
Et après, ça c'est en première instance, et puis en appel, il a été acquitté. On a vu toute l'actualité derrière. Ça pose la problématique du fonctionnement de la CPI, c'est-à-dire au moment où nos Africains, en tout cas pour la plupart des pays qui ont demandé le retrait du statut de Rome, on estimait que la CPI, on continue encore à le penser, que la CPI est un instrument des colons qui continue encore à fouetter les dirigeants africains. Eh bien voilà une décision qui est somme toute étonnante de voir en tout cas un chef politique, parce qu'il n'était pas qu'un opposant, il a été vice-président de la RDC, qui recouvre, qui est donc acquitté et qui va pourrait recouvrir la liberté à quelques... Est-ce surprenant pour vous ou pas? En tout cas, c'est surprenant. Moi, je ne m'attendais pas. En tout cas, c'est une actualité que je ne suivais plus. C'est une première, en tout cas, pour la CPI, de voir un homme gagner un procès. La plupart qui sont allés, soit ils ont été, non, ils ont été condamnés. Il y a d'autres dont les procès traînent encore. Alors, le problème aujourd'hui, nous sommes à quelques mois de la présidentielle du Congo, si elle a lieu effectivement, parce qu'il y a encore des doutes. Est-ce que c'est un candidat potentiel pour ces élections qui s'annoncent très sérieux si, bien évidemment, Kabila venait à partir? Voilà des questions qu'on se pose aujourd'hui. Mais ça pose aussi le problème du fonctionnement de la CPI. La procureure n'a pas encore réagi totalement. Elle a dit seulement qu'elle ne comprenait pas trop la décision de ces juges. Je crois qu'ils sont 5 au total, tous n'étaient pas d'accord. Il y a d'autres qui ne voulaient pas du tout acquitter le monsieur, mais la majorité a gagné. La procureure ne comprend pas, elle dit ne pas comprendre pourquoi la jurisprudence a pu gagner sur les faits, parce que les faits sont quand même établis. Il y a eu crime en RCA et c'est les éléments de Jean-Pierre Bemba qui sont venus là. D'accord. Et avec vous, Sansou Barry, est-ce qu'on peut dire que la libération probable de Jean-Pierre Bemba cache bien des choses? On peut bien l'imaginer. Puisqu'on n'a pas encore les preuves, on ne peut pas l'affirmer, mais je pense que c'est une éventualité à explorer. D'autant que tout le monde, je pense que même dans le camp de Jean-Pierre Bemba, on peut être surpris par cette décision sans précédent, comme l'a dit Jack tout à l'heure. Maintenant, c'est parce qu'il faut voir, il y a un contraste entre une première condamnation de 18 ans et aujourd'hui un acquittement. L'écart est très grand. Alors, je suis d'accord, il faut penser qu'il y a peut-être des connexions entre cette décision judiciaire et l'actualité politique en RDC. Entre nous aujourd'hui, depuis la mort d'Étienne Tshisekedi, Kabila, à la limite, n'a pas d'adversaire à sa taille en RDC. D'autant que Moïse Katumbi est à l'extérieur, il n'est pas certain qu'il puisse rentrer. Donc vous n'êtes pas sûr que le fils... non, il ne peut pas, il ne peut pas tenir. Non, ça, il ne peut vous pas pensez? Du tout. Il ne peut pas tenir. Ce n'est pas le même gabarit. Il n'a pas la même vision. Il n'a pas la même stratégie. Ça ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans vos propos? C'est possible que l'acquittement éventuel ou probable de Jean-Pierre Bemba soit une manière d'avoir un adversaire de taille, de procurer en tout cas à Joseph Kabila un adversaire de taille pour peut-être aider à la succession de Joseph Kabila. D'accord. On reste toujours dans le secteur du monde judiciaire pour revenir en Guinée et parler des massacres du 28 septembre. On a suivi à Simeo Soirée la sortie récente des avocats des victimes de cet événement douloureux. Vous réagissez comment par rapport à ces questions posées par ces avocats, surtout sur le cas d'Addis et Sékouba Konaté? Bon, moi je pense que c'est normal que les avocats de la partie civile expriment des craintes et puis quelquefois qu'ils haussent le ton par rapport au déroulement de la procédure. Mais je pense que si on s'en tient aux différentes sorties du ministre d'État chargé de la justice, Maître Cheikh Sako, et heureusement que lui il est resté dans le gouvernement, on pourrait un peu ne pas être dans la même posture que ses avocats, parce que Maître Cheikh Sako a dit plusieurs fois que tous ceux-là qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués, sinon cités dans cette affaire, qui vont répondre. Et donc, y compris le général Sékouba Konaté et même le capitaine Dadis Camara. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment tout cela va se passer. Parce qu'on a vu quand même Dadis Camara qui a essayé plusieurs fois de rentrer en Guinée, mais qui n'a pas pu, pour une raison ou pour une
autre. En tout cas, il n'a pas pu regagner Conakry. Donc aujourd'hui, le cas du général Sékou Konaté, lui, il estime qu'il n'a pas confiance à la justice et qu'il n'est pas question pour lui de répondre à la convocation de la justice de son pays. Mais tout cela pourrait se faire dans les prochains mois. En tout cas, je pense que l'organisation du procès est à sa dernière phase parce que avec la mise en place de ce comité qui est composé entre autres du ministère de la Justice, des services de sécurité et même des différents partenaires, notamment les États-Unis, l'Union européenne et même la France. Je pense que dans les prochains mois, on pourrait s'attendre à l'organisation du procès. Est-ce que sous l'ère Alpha Condé, ce procès va-t-il se tenir? Parce que d'aucuns ont déjà des doutes par rapport à la tenue réelle de ce procès, au regard du retard accusé et de quelques agissements qu'on a constatés ça et là. Non, il est vrai que plusieurs dates ont été annoncées et qui n'ont pas été tenues, n'ont pas été respectées par, disons, le ministre de la Justice. Mais je suis de ceux-là qui continuent à croire que ce procès-là va bel et bien se tenir. Que ce soit sous l'ère Alpha Condé ou celui-là qui arriverait à la tête du pays pourrait encore une fois organiser ce procès. Parce que c'est soit la Guinée organise le procès, soit la CPI, encore une fois, se saisit du dossier. Donc on n'a pas le choix. Et donc la CPI qui effectue des missions périodiques ici même à Conakry pour suivre un peu l'évolution du dossier. Et au-delà de ça, vous avez suivi cette sortie justement de ces avocats de la partie civile. Je pense que tout cela concourt à mettre une certaine pression sur l'appareil judiciaire pour que enfin nous connaissions un peu la vérité par rapport à ces massacres du 24 septembre. Mais il y a eu beaucoup de dates annoncées. Mamadou Diallo par le ministre Cheikh Sako. Nous pensions qu'en 2017 ou en 2016, on aurait assisté enfin à ce procès-là. Est-ce que pour vous, la Guinée a-t-elle les moyens d'organiser ce procès? Bon, à ce qu'on sache, c'est que depuis que le ministre de la Justice avait commencé à annoncer les dates, on n'avait pas les moyens, ce qui a fait sûrement que ce procès ne s'est pas tenu. Parce que comme a dit tout à l'heure Asmiou, le ministre Cheikh Sako a annoncé 2 fois de suite au moins des dates, ou sinon l'année à laquelle devait se tenir le procès lié au massacre du 28 septembre. Ça ne s'est pas tenu, c'était une déception totale pour les victimes. Mais tout de suite, quand il annonçait, peut-être que les gens se disaient que c'était pour se trouver des excuses. Et souvent, c'était le plus souvent en fin d'année qu'il les annonçait. Mais on se demandait comment en quelques mois, d'ici la fin de l'année, quand je prends 2016 et 2017, qu'on pouvait tenir un tel procès, peut-être à l'image du procès de Issa Nabré au Sénégal, pour réunir tout ce qu'il faut d'abord comme moyens financiers pour recruter tous les magistrats qu'il faut et les compétences qu'il faut en la matière pour ce genre de procès, trouver un cadre sécuritaire qu'on doit réunir autour de ce procès et même le cadre infrastructurel qui doit abriter le procès. Parlons de ce cadre infrastructurel. Selon vous, parce que je ne vois pas de tribunal en Guinée pouvant accueillir ce procès-là, est-ce que pour vous, on va délocaliser le procès d'un tribunal pour une salle digne de nom? Non, je pense que ce sera l'une des missions du comité de pilotage qui a été mis en place la semaine passée, le comité de pilotage sur le procès du 28 septembre. L'une de leurs missions, c'est de réfléchir sur quel cadre pourra abriter ce procès. Est-ce qu'il va falloir construire un cadre tout nouveau, une infrastructure. Là, vous ne rendez pas service aux victimes. Regardez les tribunaux. S'il faut attendre la construction d'un palais de justice. Non, mais peut-être qu'on peut saisir, je ne sais pas, un bâtiment quelque part. Une maison des jeunes, pourquoi pas? Qui puisse tenir, où on pourra tenir ce procès. Je ne sais pas, ça sera à ce comité de réfléchir à toutes ces pistes. Le côté financier aussi, je pense que ce même comité doit réfléchir sur tout ça. Asmi l'a dit tout à l'heure. Dans ce comité, par exemple, il y a les traditionnels partenaires de la Guinée, les partenaires au développement, les États-Unis, l'Union européenne, et puis d'autres partenaires qui puissent peut-être, dans un premier temps, donner de l'argent. Peut-être que la Guinée aussi devra fournir sa part de financement. Mais toutes ces réflexions quand même vont se faire au sein de ce comité de pilotage, pourvu que justement cela soit dans un délai raisonnable. Mais parlons du cas de Sékou Konaté et de Dadis Camara. Beaucoup ont des doutes par rapport à leur venue en Guinée, surtout sur le plan sécuritaire. Est-ce que pour vous, il y a une possibilité à ce que ces deux personnalités, qui tout de même ont dirigé ce pays, puissent revenir sans qu'il n'y ait d'impact sur le pays? Bon, ce qu'on sait,
Et il n'y a pas de doute là-dessus, c'est que ce n'est pas parce qu'ils le veulent qu'ils ne viennent pas en Guinée. Parce que Sekouba déjà a ouvertement déclaré qu'il n'a pas confiance en la justice guinéenne. Bon, ce que je sais, c'est que ce n'est pas parce que Sekouba ne veut pas qu'il ne vient pas en Guinée, tout comme Dadis. Il l'a dit aussi, à un moment donné, Dadis a tenté de venir, on l'a empêché de venir en Guinée. Sekouba aussi. Ce qui n'est pas le cas de Sekouba. Mais Sekouba, effectivement, on pense qu'il ne peut pas venir à Conakry, c'est pour cela qu'il ne vient pas. Sinon, à un moment donné, on avait senti des velléités pour lui de revenir. Et vous avez même senti souvent qu'il y avait un certain froid entre lui et le président de la République. Donc, si on peut leur donner la garantie de venir au pays et d'assurer leur sécurité pour qu'ils parlent tous les deux, Dadis et Sekouba, je pense qu'ils viendront. Faut-il que... Je pense que ce n'est pas parce que ces deux-là viendront que ce sera la fin du monde pour la Guinée. Il faut justement qu'on crée les conditions qu'il faut pour que ces deux-là viennent. Est-ce que ce n'est pas ce que craint le pouvoir, justement, Jacques Léon? Non, mais ils ne viennent pas pour récupérer le pouvoir d'Alpha Condé, je veux dire. Ce n'est pas des chefs d'État. Certains peuvent penser qu'ils ont des clans dans l'armée, ainsi de suite. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Non, mais le président de la République, de la République doit être sûr d'être le maître, comme on le dit souvent, le chef de l'armée. Pour ne pas que quelqu'un d'autre, fût-il un ancien général ou un ancien président, capitaine militaire, venir troubler l'ordre et la discipline dans l'armée. Si le président est sûr qu'il est le chef de l'armée, le chef suprême de l'armée, il n'a pas lieu d'hésiter qu'en faisant venir ces deux messieurs, qu'ils vont penser à faire un autre coup d'État. Jacques Léo, est-ce qu'Alpha Condé a intérêt à ce que Sekouba Konaté et Dadis reviennent en Guinée? Bon, je ne sais pas est-ce qu'il a intérêt à ce que les deux viennent, parce qu'ils l'ont quand même précédé au pouvoir. Mais moi, la question même que je me pose, et je pense souvent rejoindre l'ancien président de l'INIDH qui disait que la Guinée n'était pas suffisamment prête pour organiser ce procès. Quand vous voyez la façon dont les choses se déroulent, les communications du ministre de la Justice, vous pouvez bien vous poser les questions. Est-ce que lui-même, il comprend ce qu'on est en train de faire? Parce que quand il annonçait, par exemple, en 2016, disons en 2017, que vers la fin de l'année, on aurait eu un procès, il n'avait pas dit qu'il fallait au préalable mettre en place un comité de pilotage. Donc c'est quand on n'a pas pu tenir en décembre, il a parlé d'un comité de pilotage. C'est ce qui veut dire qu'on est en train de réfléchir encore comment organiser le procès. Alors que lui, déjà, l'année dernière, il disait qu'on pouvait avoir un procès d'ici la fin de l'année. Je ne crois pas trop que Cheikh Sako et tous ceux qui l'entourent comprennent vraiment comment nous devons... L'enjeu parce qu'il faut le dire, c'est pour la première fois qu'on veut... Est-ce qu'on va poser le débat de la sorte? Est-ce qu'on ne dira pas que c'est une question de volonté politique? Volonté politique. Bon, il y a une question de volonté politique, certes, mais il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi une question de maîtrise. Parce que pour que le Sénégal parvienne à organiser le procès d'un ancien chef d'État qui n'est pas sénégalais au Sénégal, on a mis assez de temps. On a mis assez de temps. Et finalement, mais là, c'était un tribunal spécial. Un tribunal spécial en plus. Donc, si nous, Guinéens, nous disons qu'on peut juger chez nous des personnes qui ont été tous de présidents. Bon, l'autre, peut-être, on ne sait pas encore, mais ce qui est sûr, Dadis, lui, il est inculpé. Donc, ils ont tous deux été présidents. On va les juger en Guinée. Je ne crois pas que ce soit un petit procès. Et je ne crois pas que la Guinée soit suffisamment prête à organiser ce procès-là. Parce que quand vous voyez, vous prenez le Sénégal, aussi bien en termes de moyens financiers qu'en termes de compétences. C'est-à-dire, je veux parler du personnel judiciaire. Si vous vous dites que ces pays-là, il a fallu un tribunal spécial pour organiser le procès d'un ancien président qui n'est pas sénégalais à Dakar, il faut bien se poser des questions. Comment nous, Guinéens, nous pouvons parvenir dans un bref délai à avoir un procès sur le massacre du 28 septembre? Mais il y a encore une fois des gens qui sont inculpés et d'autres encore qui sont cités, en tout cas dans cette affaire, mais qui sont toujours aux affaires. Est-ce que le président Alpha Condé, que nous connaissons très politique, est-ce qu'il va accepter de se séparer de tous ces gens? Et puis après, donc, pour que la justice travaille en toute indépendance, moi, c'est la grosse question. Ce n'est même pas le cas de Dadis Camara et du général Sekouba Konaté. Moi, je pense que s'il y a une volonté politique, il y a quand même moyen de les faire venir et puis d'assurer leur sécurité. Moi, j'étais de ceux-là qui étaient très inquiets lorsque on a voulu organiser le procès sur l'attaque du domicile du président Alpha Condé, parce que là également, il y avait beaucoup d'officiers supérieurs de l'armée qui étaient impliqués. Et à l'époque, encore une fois,
le président Alpha Condé venait presque à peine d'accéder au pouvoir. Donc ça nourrissait une certaine inquiétude à mon niveau et au niveau de plusieurs observateurs. Mais nous sommes quand même parvenus à organiser un procès. La sécurité a été assurée. Contrairement à Jacques, vous pensez que c'est possible qu'on puisse tenir ce procès en Guinée? C'est possible s'il y a une volonté politique. Et cette volonté politique devrait s'afficher normalement à travers un décret qui annonce par exemple une période de grâce pour tous ces hauts cadres qui occupent encore une fois des fonctions. Sans se barrer. Je pense pourquoi pas, si on crée une sorte de trouble dans la capitale, peut-être qu'on peut déplacer le cadre justement qui pourrait abriter ce procès à l'intérieur du pays où c'est encore un peu paisible pour que tous ceux qui sont mêlés à cette affaire soient transportés du côté de l'intérieur du pays, que le procès se passe de ce côté, même si toute la Guinée, voire toute l'Afrique peut suivre en direct le procès. Peut-être qu'on peut ne pas le tenir à Conakry. Oui, Conakry est trop contigu peut-être pour ce type de procès. On peut l'envoyer à l'intérieur du pays. Dans quelles conditions Dadis Sekouba pourrait venir en Guinée? On sait que Toumba Diakité est revenu en Guinée menotté depuis Dakar. Et Dadis Camara, est-ce que pour vous, il reviendra libre? Sera-t-il en résidence surveillée ou il sera détenu à la maison centrale? Ça, c'est la question à $1 million. Hein. Est-ce qu'il est inculpé? Dadis est inculpé. Oui, ça, c'est pas évident à répondre à cette question. Mais si je fais appel au passé, je sais que quand la maman de Dadis est décédée, il était venu de manière très encadrée et il s'était limité. On avait fait en sorte qu'il soit limité en forêt. Et ça donne l'impression quand même que les autorités redoutent ce retour-là. Ça, je pense que, je ne sais pas si elles ont raison ou pas, mais je sais que c'est un facteur de blocage par rapport à la tenue de ce procès. C'est-à-dire, Assimou disait tout à l'heure que le procès sur l'attaque du domicile du président s'est tenu relativement dans de bonnes conditions, sans qu'il y ait assez de grabuge dans le pays. Sauf que Dadis, il a été ancien président, mais d'une certaine façon, il y a des populations, pour ne pas dire des communautés, qui s'identifient à lui. Ouais. Et même au sein de l'armée aussi. C'est-à-dire, au-delà de la dimension armée, il y a une dimension politique. Et lui et Sekouba Konaté ont quand même gardent encore une certaine influence au sein de l'armée. Et n'oublions pas, ne rêvons pas, nos États ne sont pas nécessairement très stables. Donc, pour vous, il y a lieu de craindre? Non. Je pense que c'est peut-être légitime qu'on se pose la question, est-ce que la Guinée peut tenir ce procès en présence de ces deux notamment? D'ailleurs, d'où ma question liée aux conditions de leur venue. De base. Je ne sais pas, politique ou des gens qui crient son nom dans le pays, qu'on doit lui le mettre à la maison centrale et que les autres, on ne doit pas les amener pour les juger. Le plus grand criminel au monde a toujours quelqu'un qui le soutient. Ce n'est pas pour cela que la justice ne doit pas être rendue, même si les gens les réclament. S'ils sont impliqués, ouvrez-les la route, qu'ils viennent qu'on les juge. Sanso dit quelque chose de très important. Il estime que Dadis, ayant une certaine base, ayant des gens qui le soutiennent fortement, son arrivée en Guinée pourrait causer des troubles. Mais cette base, effectivement, n'a pas, je sais pas, elle n'a pas de pouvoir d'empêcher qu'on l'entende s'il est impliqué dans un dossier de massacre. C'est normal que quelqu'un qui est impliqué dans... J'ai dit même le plus grand criminel du monde a des soutiens. Des gens qui pensent qu'on ne doit pas le condamner. Vous avez vu le cas, quand on a parlé du cas Jean-Pierre Bemba, mais il a des soutiens. Aujourd'hui au Congo qui jubile aujourd'hui. Mais du côté de la RCA, il y a des gens qui sont contre cette décision-là notamment. Je pense que ça ne doit pas empêcher que la justice se fasse, qu'on les laisse venir et qu'on les entende. La Fédération internationale des droits de l'homme, je crois le représentant Afrique de cette ONG, disait qu'il n'y a pas de procès parfait et il souhaitait qu'on aille maintenant au procès. Et je crois, lui, il excluait l'option Dadis et Konaté en Guinée. C'est-à-dire d'avoir un procès avec... Sans les deux. Oui, sans les deux. C'était... Et lui, il parlait au nom des victimes, parce qu'il venait même d'une réunion avec les victimes du 28 septembre. En fait, lui, il pensait d'une certaine façon, le procès là peut se tenir en deux étapes. Oui. D'abord, un procès en Guinée, sans Dadis et Sekouba. Maintenant, peut-être quand les conditions seront créées, quitte à faire en sorte que ceux-là soient jugés. Mais il y a eu cette question. Ça ne serait pas un procès, non, je sais que parce que là, c'est les deux principaux concernés. Parce que je sais que la requête des avocats, la requête des victimes, elle est légitime.
Elle est légitime, mais je veux être réaliste. Je me demande si c'est possible. Mais l'autre question, Assimi Ouattara, c'est le cas du président, de l'actuel président, qui à l'époque était dans l'opposition, qui dirigeait le RPG, et qui, certes, n'était pas en Guinée, mais d'aucuns estiment que si ce procès a lieu, Alpha Condé pourrait comparaître à la barre. En tout cas, le président Alpha Condé, avec son parti politique, le RPG, était membre des Forces Vives à l'époque. Donc voilà, le président Alpha Condé, il avait aussi ses fidèles lieutenants qui étaient sur le terrain. Je parle notamment de l'actuel ministre de la Défense, Mohamed Diané, et puis Yero Baldé et beaucoup d'autres. Mais moi, je pense que le problème n'est pas à ce niveau. Que le président Alpha Condé soit entendu ou bien que certains de ses lieutenants soient entendus ou pas, ce n'est pas ça le problème. Le véritable problème, encore une fois, c'est est-ce qu'il y a une véritable volonté politique. Et elle devrait se matérialiser à travers un acte du président de la République, révoquant par exemple tous ces hauts cadres qui sont aujourd'hui aux affaires. Parce que quand tu es aux affaires et surtout tu es bien placé au niveau de l'administration, tu pourrais avoir une certaine influence. Et puis ces magistrats qui ont en charge le dossier pourraient craindre pour leur propre sécurité. Parce qu'il y a quand même parmi eux, si vous prenez le cas de Thieboro, qui est toujours sur le terrain, qui a des hommes avec lui. Vous prenez le cas de Pivi, c'est vrai qu'il est ministre officiellement chargé de la sécurité présidentielle, il n'est plus en activité, mais il a quand même ses hommes derrière lui. Et donc peut-être qu'il a aussi d'autres qui sont au sein de l'armée. Moi, je voudrais encore une fois relever un autre fait. C'est normal que les gens expriment une certaine inquiétude, parce que pas plus tard qu'hier, j'échangeais même avec deux gars qui faisaient partie quand même de ces nouvelles recrues de Kalea qui avaient été démantelées, ce camp de Kalea qui avait été démantelé par le général Sekouba Konaté, qui cherchent encore une fois à réintégrer l'armée parce qu'ils estiment qu'ils ont suivi toute cette formation. Donc moi je pense que tout cela pourrait constituer un cocktail très explosif et on a intérêt justement à ce que toutes les conditions soient réunies. C'est pourquoi je tirais la conclusion que encore une fois, je ne pense pas que la Guinée soit suffisamment prête pour organiser un tel procès. Il ne faudrait pas se leurrer, il ne faudrait pas simplement se bomber la poitrine, mais les conditions sécuritaires et puis la volonté politique voilà, ne sont pas encore une fois réunies, à mon avis, pour tenir un tel procès. Alors moi, je dis, si on n'a pas réussi à révoquer des agents en fonction ici, est-ce qu'on peut s'autoriser à ramener Dadis et Sekouba? Donc, gros risque qu'on va prendre donc, si on devait faire venir Sekouba Konaté et Dadis Camara. L'autre question, peut-être la dernière sur laquelle on va réagir, c'est ce revirement, si on peut le dire ainsi, de Dadis Camara sur le plan politique. On le sait tous, il avait été à la tête d'un parti politique, le FPDD, et par après, il décide de soutenir Alpha Condé, parce qu'il a fait une déclaration depuis Ouagadougou qui disait qu'il faut désormais soutenir Alpha Condé. Oui, c'est la politique. La politique a des dessous que nous n'avons pas tous la possibilité de percevoir tout de suite. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière les rideaux. On a vu Dadis prendre la tête de ce parti qu'on appelle FPDD. On a annoncé son retour en toute pompe pour être candidat. Retour empêché par le régime en place. Évidemment, parce qu'on savait que justement cette base politique qu'il avait était prête à voter pour lui tout de suite et maintenant. Mais tout d'un coup, il n'est pas venu, il désiste, il quitte le parti. Est-ce que de l'autre côté, Sékou Touré a brandi une menace comme quoi, écoute, il y a le dossier 28 septembre, si tu t'hasardes à venir, on va te saisir une sorte d'épée Damoclès. Damoclès sur sa tête. Donc là, je pense que ça aurait pu peut-être troubler Dadis dans ce élan, parce que lui aussi il pensait que c'était une sorte de moyen de pression sur le régime Alpha Condé, de le laisser venir et peut-être de le traiter dignement depuis là où il était. Mais toujours est-il qu'il n'a pas sans doute gagné cette bataille, donc il était obligé de se ranger un peu dans sa coquille. Peut-on parler d'attitude stratégique de la part d'Adis Camara? Tout d'un coup, il devient ami avec Alpha Condé. On ne va pas dire ami, mais tout à coup... Parce qu'aujourd'hui, à ce qu'on sache, il propose même des hommes à des postes ministériels depuis Ouagadougou. On a appris que c'est lui qui a proposé Frédéric Loy au niveau des pêches. Je crois qu'il avait dit à un moment donné qu'il commençait à comprendre la politique. Parce que son choix pendant les législatives d'accompagner
c'est lourd, l'a coûté très cher. Ouais. Pourquoi? À la veille des présidentielles de Non, 2015. voilà, c'était à la veille de la présidentielle 2015. Après, on a créé ces partis-là. Et je crois, honnêtement, lui-même, il doit le reconnaître que même pour sa propre sécurité, il a beaucoup plus intérêt à être avec celui qui est au pouvoir qu'être avec un opposant. Sinon, il sera combattu comme les opposants. Ceux qui sont au pays sont combattus, c'est pas quelqu'un qui a déjà un problème, qui a des crimes sur son dos, qui va se mettre contre, bien naturellement. Je crois c'est pourquoi il a finalement choisi ce camp. Et finalement, c'est quoi la solution pour que ce procès se tienne sans souci majeur? Non, mais je pense que pour revenir à votre question, vous n'avez pas à vous poser des interrogations par rapport à la décision de Dadis Camara. Dadis Camara, c'était quand même cet ancien président d'une transition qui est du côté de Ouagadougou, qui n'a plus ses ressources en tant que tel. À un moment donné, il avait besoin de repartir au Maroc pour un contrôle, donc il avait besoin d'argent. Le président Alpha Condé lui a facilité ce voyage avec un de ses proches. Il est reparti au Maroc, donc il a fait son contrôle. Et puis en plus de cela, le président Alpha Condé aurait accepté par exemple de lui envoyer quelquefois de l'argent pour subvenir à ses besoins du côté de Ouagadougou. Moi, j'apprends d'ailleurs que le président Dadis disposerait d'une flotte de camions de ce côté parce qu'il s'est beaucoup investi dans le transport du carburant. Vous savez, c'est son monde, c'est ce milieu-là il connaît de plus parce qu'il était à la direction des hydrocarbures au niveau de l'armée avant qu'il n'accède au pouvoir. Et au-delà de ça, il y a eu, à mon humble avis, un deal politique entre les deux. Le président Alpha Condé a accepté, par exemple, que Dadis, quelquefois, lui soumette des noms et qu'il les nomme, en tout cas qu'il les place quelque part. Tout à l'heure, vous parliez du cas de l'actuel ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Frédéric Loy, qui est quand même connu pour être un des proches de Dadis Camara. Il y a d'autres aussi que nous ne connaissons pas et qui sont dans l'administration. La contrepartie, c'est que Dadis lui apporte son soutien. Et le président Alpha Condé, Dieu seul sait qu'il en a besoin, surtout du côté de la région forestière. À l'entame d'ailleurs de cette émission, on parlait de l'influence que continue d'avoir Dadis Camara dans cette région de la Guinée. Donc c'est tout à fait normal que le président, en tout cas Dadis Camara, rejoigne Alpha Condé au détriment de Cellou. Est-ce que cela pourra avoir un impact sans se barrer sur le procès? Parce non, que je pense que toute la... Si Assimiou estime qu'il y a eu un deal politique entre les deux hommes, Alpha Condé peut proposer à Dadis que si tu me soutiens, je fais en sorte que tu ne sois pas jugé pour les événements du 28 septembre. Alors, je pense que toute la problématique est là. C'est cette connexion entre l'état actuel et certains protagonistes de la crise, notamment Dadis. Et dans le cas présent, je ne pense pas nécessairement que Alpha Condé cherche le soutien de Dadis dans le cadre de la mobilisation électorale. Il veut surtout que celui-ci ne s'implique pas pour le nuire. C'est-à-dire, s'il peut rester neutre, ne pas s'impliquer, c'est bon, ça lui suffit. Pourtant, c'est le plus important, parce que Alpha Condé a forcément besoin de l'électorat de Dadis. S'il ne donne pas une consigne contre Alpha Condé, le reste, Alpha Condé peut le faire. D'accord. Voilà ce qu'il fallait retenir donc de ce dossier des massacres du 28 septembre. Et il y aura peut-être un procès dans les jours à venir. On attend de le voir. En attendant, chacun se fait son opinion là-dessus. Alors, on y va pour ce second sujet sur la révocation récente de Paul Moussa Diawara et de Sékou Camara. On revient juste après cet élément de reportage pour en parler. La nouvelle est tombée ce jeudi soir sur les ondes des médias d'État. En plus de leur limogeage, les directeurs généraux de l'Office guinéen de publicité et de l'Office guinéen des chargeurs sont accusés de malversation financière. Le décret précise que l'agent judiciaire de l'État a été saisi pour enquêter sur l'affaire. Si à l'Office guinéen de publicité, c'est un audit initié par le conseil d'administration de cet organe qui a établi ce présumé détournement de plus de 14 milliards de francs guinéens, alors que reproche-t-on à Sékou Camara, directeur général de l'Office guinéen des chargeurs? Tamba Zakari Minimono, chroniqueur dans les grandes gueules sur Radio Espace à l'origine de ces révélations, apporte des éléments de réponse. À l'ouverture de cette enquête sur l'OGC, on était à 8 milliards de fonds détournés. Alors, personne n'a voulu prendre le taureau par les cornes. On en est venu à plus de 25 milliards de francs guinéens aujourd'hui,
Reste à voir comment est-ce que tout cela va se passer pour que l'argent soit remboursé. Moussa Diawara, là aussi, beaucoup d'argent, on parle de 14 milliards à rembourser, plus de 24 milliards à justifier, l'utilisation de plus de 24 milliards à justifier. Ça reste là également, comme j'ai dit au départ, on aurait aimé que ça n'arrive pas là. En plus des 2 directeurs généraux, leurs agents comptables respectifs ont été aussi démis de leurs fonctions. Dans ces différentes émissions, les animateurs des grandes gueules qui ont mené plusieurs investigations sur des dossiers de détournement regrettent le retard dans la prise de cette décision. On peut toujours avoir de la volonté, telle que c'est affiché par le ministre Kassori Fofana. Il n'est pas à sa première, il faut le dire, même si lui-même, il y a pas mal de bruit qui tourne autour de lui, ça reste à vérifier. Donc il peut y avoir de la volonté de la part d'un gouvernement, mais il faut ensuite que ce soit suivi d'action. Moi, je ne veux pas beaucoup rêver. J'attends de voir ce que ça peut donner, parce que même la texture du gouvernement aujourd'hui ne me rassure pas. Pour bon nombre d'observateurs, cette lutte enclenchée par l'équipe de Kassori ne doit pas en rester là. La lutte contre la corruption doit se poursuivre dans tous les services publics, conformément à l'engagement du Premier ministre lors de son discours de prise de service. Ceci afin d'assainir les finances de l'État.